Alors en fait, cette table ronde a pour objectif de mettre en débat un petit peu les questions relatives à la prise en considération des territoires ruraux dans les politiques culturelles, de voir justement les outils que chaque structure ici présente met en place, et aussi de parler de l'articulation aussi entre les organisations institutionnelles, parce que je pense que c'est très important aussi de voir comment tout ça fonctionne, puisqu'on a un panel de représentants ici qui travaillent sur le monde de la culture d'un point de vue administratif, d'un point de vue technique, et aussi un élu, le vice-président de la communauté de communes. Alors, en fait, la culture, on en parle depuis ce matin. On voit bien que c'est un enjeu majeur de nos sociétés contemporaines. Elle ouvre les esprits, elle éveille la curiosité, elle permet une meilleure compréhension du monde par des moyens détournés, elle renforce le lien social. Et cette question en fait de démocratisation culturelle, c'est-à-dire de permettre à tous d'accéder à la culture, question qui a été aussi débattue au sein de l'atelier ce matin auquel j'ai participé, sur la notion de coopération, et donc on a eu un petit débat sur cette notion de démocratisation de la culture. Mais cette notion d'accès, en tout cas, du plus grand nombre à la culture, même si on peut critiquer les résultats, évidemment, c'est quand même au cœur des politiques culturelles depuis la création, en fait, du ministère des Affaires culturelles en 1959, même si, évidemment, le Premier ministre, le ministre, de la Culture, André Malraux, avait évidemment une vision très élitiste de la culture, puisqu'il croyait à un choc esthétique entre l'œuvre et le public, et toutes les questions relatives à la médiation, toutes les questions relatives à la pédagogie étaient exclues de sa politique. Cependant, il a quand même mis en place en 1960, dès le début des années 1960, alors je ne vais pas faire un cours sur les politiques culturelles, rassurez-vous, mais c'est juste pour voir un petit peu comment cette question a été quand même au cœur des politiques culturelles depuis le commencement. Dès les années 1960, André Malraux met en place les maisons de la culture sur tout le territoire national. Ça a plus ou moins fonctionné. La vision élitiste de la culture d'André Malraux s'opposait à la vision de l'éducation populaire défendue par la Fédération nationale des centres culturels communaux, la FNCCC, Fédération nationale des centres culturels communaux, c'est ça, qui en 1960 aussi proposait des centres culturels communaux sur le territoire national pour justement œuvrer à la culture et au meilleur accès de tous à la culture. Alors, la vision d'André Malraux a été fortement critiquée, notamment à la fin des années 1960, dans le contexte un peu contestataire. Mais on a quand même le premier mouvement a été le mouvement de décentralisation théâtrale, quand même dans les années 1960, qui a permis justement de permettre à des populations hors de ce champ culturel d'accéder aussi à la culture d'une certaine manière. Bon, ensuite, on a eu le mouvement de municipalisation de la culture, le mouvement de professionnalisation de la culture, notamment par le mouvement de professionnalisation de certains médiateurs. Aujourd'hui, on voit, moi je suis un prof à Sciences Po à Lille et j'enseigne dans un master management des institutions culturelles. Donc on voit aujourd'hui le nombre de formations spécifiques en fait accordées à comment en fait les savoir-faire, comment gérer une structure culturelle, etc., avec toutes les complexités que cela peut comporter. Donc on voit justement que ces idées de démocratisation culturelle, de lutte contre les inégalités d'accès à la culture, de démocratie culturelle sont quand même au cœur de la politique culturelle dès son commencement. Alors aujourd'hui, on va le voir notamment avec la discussion, la politique culturelle est quand même le fruit, le produit d'une interconnexion permanente entre plusieurs acteurs. Elle est nécessaire, en fait, ce dialogue est nécessaire entre des élus, entre des techniciens, entre des bénévoles, entre des artistes, entre le public ou les habitants. Alors ça, c'est aussi, je ne sais pas quel est le mot le plus approprié, public ou habitant. Et donc cette politique culturelle, ou ces politiques culturelles, là aussi ça a été discuté ce matin, se mettent en place à plusieurs niveaux.
Donc il y a le niveau supranational, le niveau européen. On parlera aussi des fonds européens et de l'impact des fonds européens, notamment sur la gestion, le maintien de certains projets. Au niveau national, avec le ministère de la Culture et la DRAC qui est fortement active, notamment dans des territoires ruraux et aussi dans l'Aisne, là où on est aujourd'hui. Et local, en fait. Et au niveau local, on a les collectivités territoriales, on a évidemment les associations, on a aussi l'échelon intercommunal qui est venu peut-être un peu plus complexifier encore le paysage, avec les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Donc en fait, je pense que la multiplicité de ces acteurs, mais ça on va le voir aussi tout à l'heure, ne doit pas être vue comme un frein, mais plutôt comme une richesse. Alors on a beaucoup débattu sur collaboration, coopération. Là, je ne trancherai pas, parce que pour moi, c'est d'abord des partenariats. C'est d'abord, évidemment, même s'il y a des financeurs au niveau national, etc., il y a toujours une envie, même si ce n'est qu'un financeur d'un projet culturel, il y a quand même une envie derrière de financer un projet culturel, donc des objectifs quand même qui sont communs. Hein, alors après, oui, la coopération nécessite un travail de proximité peut-être beaucoup plus renforcé que la simple collaboration ou le simple partenariat financier. Voilà, alors concernant en fait la politique culturelle ou les politiques culturelles en milieu rural, c'est vrai que la région Hauts-de-France, en fait, avant la fusion de 2015, avait la particularité d'une région Nord-Pas-de-Calais avec des structures culturelles assez nombreuses, et la Picardie qui était plutôt caractérisée par en tout cas, il y avait des différences en termes de maillage de structures culturelles sur le territoire, même si la Picardie avait quand même aussi des richesses au niveau du patrimoine. Je prends rapidement un exemple. Il y a une étude de l'Inspection générale des affaires culturelles publiée en 2014 qui montre que la dépense culturelle de l'État était en 2013 de 194 € par habitant en Île-de-France, contre 19 € en Nord-Pas-de-Calais et 26 € en Picardie. Bon, c'est des chiffres que j'ai trouvés dans un rapport publié par le Conseil économique, social et environnemental régional, même si évidemment l'Île-de-France est caractérisée par des structures culturelles très nombreuses. Alors, on a parlé de zones blanches, de déserts culturels, etc. C'est pas forcément des termes qui peuvent s'appliquer à la Picardie. Ça peut être une fausse perception parce qu'il y avait un dynamisme des associations et des collectivités territoriales aussi sur ces territoires. Simplement pour dire que depuis la fusion, on a aussi un grand territoire avec des fortes concentrations de la population, notamment dans certaines aires géographiques de ce territoire, la MEL, sur la métropole européenne de Lille, sur la zone littorale et autour de villes moyennes aussi, telles que Arras, Amiens ou Valenciennes. Et puis on a des territoires beaucoup moins peuplés. Et donc cette question de prendre en compte la spécificité du territoire est essentielle pour mener à bien une politique publique. Voilà, alors aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est de discuter finalement des différentes actions mises en œuvre par les organisations, les institutions que vous représentez. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que j'aimerais j'aimerais vous questionner aussi sur ça, sur les relations entre les différents acteurs, ce que vous mettez en place entre vous. Et enfin, un troisième point, votre perception des limites, des difficultés, spécifiques au territoire rural. Je ne sais pas, ça peut être par exemple l'octroi de certaines subventions. Certaines associations, certaines structures se retrouvent fragiles aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout subventionner, il y a des choix à faire, quels sont les critères, etc. Donc voir un petit peu les fragilités, les difficultés que vous pouvez aussi rencontrer sur un territoire rural. Et voir peut-être aussi les distinctions entre le rural et l'urbain sur cette question-là. Voilà, donc c'est à moi de distribuer la parole, donc je vais faire ça. Donc est-ce que Laurence Martin, vous représentez le ministère de la Culture, est-ce que vous pouvez intervenir sur justement un petit peu les actions mises en place par le ministère de la Culture, donc au niveau national, sur cette thématique de quelle politique culturelle en milieu rural?
Sinon, je peux vous prêter mon micro, si je crois que ça marche. Ouais. C'est bon. Oui, madame, d'abord, merci pour cette invitation et merci aussi pour les restitutions d'ateliers, puisque je n'ai pas pu être là ce matin, mais j'étais très contente d'entendre les différentes restitutions avec déjà, bien sûr, tous les échos hein, dans les thèmes abordés. Alors, sur ce que fait le ministère de la Culture, je crois que c'est ça la première question hein, en matière de politique culturelle en faveur des territoires ruraux. Donc c'est vrai que c'est j'ai envie de dire, c'est une politique déjà ancienne. Hein, le ministère de la Culture est intervenu historiquement dans son partenariat avec le ministère de l'Agriculture, hein, autour des lycées agricoles dans les territoires ruraux. Et depuis donc une trentaine d'années, et c'est vrai que aussi depuis de très nombreuses années, cette action du ministère de la Culture, elle passe donc au niveau régional par les nombreux conventionnements avec les collectivités territoriales, puisque la clé évidemment de la politique culturelle, c'est d'être une politique partenariale. Donc ça, c'est le premier point. Donc, au niveau national, donc j'ai mentionné, donc, nous avons donc une convention avec le ministère de l'Agriculture et nous développons aussi depuis plusieurs années, notamment depuis les CIR, hein, donc les comités interministériels à la ruralité, une coopération renforcée avec le commissariat général à l'égalité des territoires, autour notamment enfin, dans le but de renforcer la dimension culturelle des dispositifs transversaux. Donc je pense notamment aux contrats de ruralité qui ont été mis en place en 2016. Je pense au dispositif des maisons de services au public. Hein. Nous travaillons actuellement dans le cadre d'un groupe de travail national. Nous avons proposé effectivement que dans la nouvelle charte qui va être mise en place soit prise en compte la dimension culturelle de ces maisons de services au public. Et puis dans les autres dispositifs mis en place par le CGET, je me réfère bien sûr aussi au plan Action Cœur de Ville, où la culture, à travers le patrimoine notamment, et l'architecture, est extrêmement présente. Au niveau national, parce que de toute façon on va faire une intervention en binôme avec ma collègue Isabelle Lefebvre-Rosas hein, pour la DRAC, puisque donc moi j'interviens pour le ministère hein, au niveau de la définition de la politique, mais bien sûr ensuite c'est, vous le savez, la DRAC qui met en œuvre sur les territoires. Donc l'autre point que je souhaitais souligner pour l'action du ministère, c'est que dans cette politique partenariale, outre la collaboration, enfin les collaborations interministérielles, il y a bien sûr aussi le travail avec les grandes fédérations associatives. Nous travaillons notamment dans le cadre de conventions cadres avec la Fédération des parcs naturels régionaux. Nous travaillons avec la Fédération des familles rurales, avec les fédérations d'éducation populaire, notamment la Fédération des foyers ruraux. Et effectivement, c'est dans le cadre aussi de ces partenariats associatifs que peut, disons, s'inventer une co-construction. L'autre point peut-être aussi à souligner, même si c'est une évidence, mais je pense que c'est important de le rappeler, la politique culturelle en faveur des territoires ruraux, elle est forcément transversale, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte l'ensemble des secteurs, le patrimoine qui est présent au plus près des territoires, on le sait, la création, bien sûr, vous avez parlé de la présence artistique et culturelle à travers notamment les résidences missions qui sont notamment mises en place en région Hauts-de-France. Le cinéma, on avait une intervention de l'association régionale des circuits de cinéma itinérants, donc la lecture publique, hein, il a été question tout à l'heure de médiathèque, donc c'est vrai que c'est important de voir tout ce champ des possibles, j'ai envie de dire, parce que effectivement nous avons en France, pensons aussi à nos atouts, la chance d'avoir un maillage culturel extrêmement dense, que ce soit celui des structures, que ce soit celui des associations, et qui est vraiment présent dans tous les champs. Donc c'est vrai que, bon, le troisième point, bah, bien sûr,
on envisage bien sûr cette politique à travers la mobilisation de tous les acteurs culturels et de toutes les structures culturelles, que ce soit des structures qui soient directement des établissements du ministère, ou ces labels, ou ces structures soutenues. Mais peut-être que, mais ça va rejoindre évidemment des points que vous avez évoqués depuis ce matin, j'imagine, c'est aussi pour répondre un petit peu à la question de la table ronde, quelle politique pour développer les projets culturels en milieu rural. C'est vrai que c'est une politique nécessairement partenariale, nécessairement transversale, mais c'est surtout, vous l'avez dit, cette question de l'articulation, donc de la mise en synergie, de la mise en cohérence des politiques publiques sur un territoire. Et c'est vrai qu'il nous semble, et je pense que ça fait l'objet d'un large consensus, que c'est forcément autour, donc ça a été évoqué tout à l'heure, d'un diagnostic partagé, et donc du coup d'objectifs partagés et d'une intervention concertée. Je crois que c'est aussi ce point qui est important à travers les différents outils les instances de concertation ou les outils de coopération que sont notamment les contractualisations. Peut-être aussi un point dans la... alors peut-être qu'au-delà de l'action du ministère, c'est aussi peut-être la vision des enjeux dans la manière de faire. Et je me fais aussi l'écho finalement de ce qui a été dit, je crois que vous en avez parlé ce matin aux rencontres nationales culture et ruralité, et ce qui a pu être évoqué dans le cadre du groupe de travail national qui s'est mis en place suite à ces rencontres. Ce qui est important sans doute aujourd'hui pour la politique culturelle dans les territoires ruraux, c'est qu'il y ait une meilleure prise en compte par les élus et par les préfets du rôle de la culture dans le développement des territoires. Puisque on a quand même l'impression, aujourd'hui encore, qu'il y a bien sûr les convaincus, et on sait que parmi les élus des petites communes, il y en a de nombreux, mais on sait aussi que si on prend plus largement la question des élus ou les dispositifs transversaux d'aménagement du territoire, eh bien encore trop souvent, la culture est insuffisamment prise en compte. Et d'ailleurs, pour cette raison, je crois qu'il serait très intéressant, c'est un point qu'on a évoqué au groupe de travail, qu'il y ait réellement une étude sur l'impact, notamment l'impact économique dans le développement des territoires ruraux. Il y a des études qui existent déjà qui sont sectorielles, je pense notamment à une étude qui a été réalisée sur l'impact des manifestations littéraires dans les territoires ruraux, qui a été réalisée par le CNL. Et je crois que peut-être que là aussi on a besoin l'apport de la recherche. J'étais ce matin, et c'est pour ça que je n'étais pas ici, aux 10 ans du fonds expérimentation jeunesse, à quel point c'est aussi important que la recherche vienne éclairer les décisions des décideurs publics, notamment des pouvoirs publics. Rajouter, je pense qu'il faut peut-être préciser aussi par rapport au travail national que toutes les fédérations représentant des élus font partie aussi de ces groupes de réflexion, que ce soit les communes rurales, que ce soit les EPCI, que ce soit les... Merci Isabelle, c'est un point que j'avais pourtant noté mais que j'ai oublié de mentionner. Au niveau effectivement national, puisque j'ai évoqué les conventions, la convention avec le ministère de l'Agriculture notamment, c'est vrai que nous avons avec les collectivités, et c'est très important, une instance de concertation qui est le CCTDC, le Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel, et donc ça renvoie à l'importance de ces lieux de rencontre et de concertation. Alors, maintenant que notre direction centrale a parlé, on obéit en région. Bien sûr, avec une définition de stratégie menée par notre direction, qui rejoint toutes ces missions et toutes ces orientations ministérielles.
Bien sûr, on est dans une déclinaison d'orientation ministérielle, interministérielle, mais aussi ministérielle, donc le ministère de la Culture, qui dans le cadre du plan, notamment, qui est assez récent, du plan Culture près de chez vous, avec un renforcement de l'accès de tous les citoyens à la culture, dès le plus jeune âge, parce qu'il faut aussi qu'on mette l'accent sur l'éducation artistique et culturelle, qui est un axe fort de l'éducation nationale, donc dès le plus jeune âge, et avec la valorisation des territoires. Interministériel, ça rejoint tout ce que Laurence vient de dire, puisqu'il s'agit bien sûr de tous les dispositifs pour les territoires. Donc le ministère et aussi la DRAC, bien sûr, a cette ambition d'offrir de tous l'accès à la culture, de favoriser la vie culturelle, la cohésion sociale et la dynamique économique des territoires. Moi je vais reprendre un petit peu tout ce qui a été dit aussi, parce que nous on a aussi cette préoccupation là, donc on est à l'écoute et on a par expérience on essaie de découvrir, on découvre toujours les territoires. Il y a une diversité des territoires, il y a des ruralités, mais ça c'est pas, vous le savez tous, il y a des ruralités, donc il s'agit aussi d'être dans un accompagnement qui soit souple. Donc on a proposé pour les EPCI, puisque nous, notre stratégie est vraiment une entrée intercommunale, et en l'occurrence pour le rural, ce sont les EPCI. Aussi des agglomérations, parce que vous êtes dans un département, dans l'Aisne, on a bien sûr des agglomérations, il y a une ville, et puis après il y a tout de suite la ruralité, il n'y a pas de banlieue, il n'y a pas de ville dortoir, on va dire. Donc c'est aussi important que dans une agglomération, là où il y a des lieux culturels, il y ait un rayonnement sur le territoire de l'agglo, que profitent au moins les gens qui habitent en milieu rural autour de cette ville. Donc on a mis en place un outil, on aime bien les outils d'administration, mais on entend bien aussi ce qu'on a entendu ce matin, c'était aussi de dire voilà, on a des dispositifs, des appels à projets, etc. Il ne faut pas figer les choses, donc je retiens, ça a été redit dans la discussion, dans les ateliers sur l'agilité. C'est vrai que c'est l'agilité de tout le monde, c'est l'agilité des acteurs du territoire, c'est l'agilité des élus, c'est l'agilité aussi pour nous, institutions, en interne et aussi avec nos collègues d'autres administrations, de politique publique, d'être vraiment à l'écoute de ces territoires. Et donc pour cela, on a mis en place un contrat culture-ruralité qui est un cadre qui est très souple, pour prendre en compte, pour essayer de prendre en compte, on a une ambition, mais on n'a pas la prétention d'être au moins à l'écoute de toutes ces préoccupations qu'il y a sur un territoire, et pas seulement culturelle, que ça soit aussi une écoute sur les préoccupations globales. Parce que bien entendu, dans les EPCI, il y a rarement compétences culturelles, c'est ce qu'on nous renvoie à chaque fois qu'on arrive sur un territoire, mais la culture est un domaine qu'on partage. Alors, si on dit ça, on dit oui, mais nous, on a d'autres priorités, on a des compétences. Vous avez quelles compétences? Le tourisme, ben d'accord, vous avez du patrimoine, le tourisme, enfin voilà. Voilà. Donc, c'est tout un travail d'approche et d'écoute qui est important. Et la construction d'un projet d'action culturelle, elle est avec une collectivité, donc un EPCI, puisque c'est le choix qu'on a fait. Elle demande bien sûr une écoute réciproque, une écoute de notre part, une écoute réciproque. Un langage aussi, un langage commun, mais ça je vais reprendre tout, mais c'est vrai qu'on a conscience de tout ça, bien entendu, qui soit simple, parce qu'on a tous nos langages et notre jargon. Une méthode, une confiance et une méthode. Et la méthode n'est pas toujours simple. Les exercices sur les EPCI sont différents, parce que l'accompagnement se fait parfois pour compléter une politique culturelle sur un territoire qui existe déjà, notamment au niveau de la diffusion. On est là pour accompagner des projets d'action culturelle avec des résidences d'artistes, pour fédérer un projet qui donne du sens sur un territoire, même si le sens existe toujours, mais existe déjà. C'est aussi une façon d'aller plus loin. Sur un territoire où
il n'y a pas de politique culturelle, mais plutôt des envies, mais on ne sait pas comment faire, donc on essaie d'accompagner comme on peut sur cette construction. Et bien souvent, on parlait de manque d'ingénierie, et ça c'est aussi le problème aussi qui existe et qui est récurrent, c'est aussi d'imaginer une ingénierie où nous on accompagne à la création d'un poste, ou dans une dimension plutôt multi-partenariale. Mais bon, effectivement, on a souvent en face de nous des couteaux suisses, comme vous avez dit aussi tout à l'heure. Il faut installer aussi une confiance, parce que c'est vrai que nous on arrive avec nos idées, etc. Mais c'est aussi en se faisant comprendre, de dire aussi que nous on est là pour accompagner. On ne sait pas tout, parce que le territoire aussi a tous des atouts qu'on n'a pas. Voilà, on a une connaissance du territoire sur le patrimoine qui existe, sur le nombre de bibliothèques, mais voilà, il existe des choses, comme disait une personne qui travaille sur un territoire. Moi, je découvre toujours mon territoire. Je crois que ça fait 10 ans qu'elle est sur son territoire. Voilà. Une personne qui travaille dans un EPCI d'à côté. Moi. Et je pense restons humbles chacun et travaillons ensemble pour être vraiment dans une construction pour des projets durables. Donc on a quelques contrats qui ont été signés. Il y en a 2 qui sont signés actuellement en Hauts-de-France, donc la Tirage, ce centre avec qui je travaille depuis très longtemps. C'est long aussi parce que c'est une question de temps. Et puis un autre dans le département de l'Oise, et il y en a quelques-uns. Voilà, la communauté de communes Oise-Picarde qui repose par exemple sur le musée archéologique qui appartient à la communauté de communes et qui a pris vraiment le projet en main autour du patrimoine et du numérique. Voilà. Oui, merci. Peut-être écouter Jocelyne Maglin. Merci, bonjour à tous. Je vais essayer d'être, synthétique. Je pense que l'échange est important. J'ai entendu dans la restitution des ateliers beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux qui résonnent avec, véritablement, je pense, avec les objectifs et les orientations de la politique culturelle régionale, la nouvelle politique culturelle régionale. Et je pense que c'est bien que vous puissiez peut-être poser des questions sur la manière dont on peut spécifiquement accompagner les territoires ruraux. Je dis ça pourquoi ? Parce que vous avez fait une introduction sur la manière dont les politiques culturelles se sont construites en France et dans les régions. Aujourd'hui, la région Hauts-de-France, c'est la fusion de 2 ex-régions, celle du Nord-Pas-de-Calais et celle de la Picardie, sur laquelle vous avez relevé effectivement des différences de territoire, des différences de manière dont s'étaient construites effectivement ces différents territoires, avec une région plus urbaine et une région plus rurale, des politiques culturelles qui étaient différentes, et puis quand même la fusion de 2 administrations. Aujourd'hui, la région de France, c'est 9000 agents. Ce sont des politiques dans des tas de domaines différents et des politiques culturelles qui étaient différentes. Donc c'est vrai que, on est aujourd'hui dans la mise en œuvre des nouvelles orientations de la politique culturelle qui, je souhaite le rappeler aussi, certains peut-être en 2016 ont participé à la grande concertation qui a été menée avec l'ensemble des acteurs culturels et avec l'ensemble des territoires pour pouvoir, et ça c'est vraiment, je dirais, vous l'avez dit, on ne sait pas tout et on ne prétend pas détenir, c'est pas une science de mettre en place une politique culturelle. Vous avez parlé de l'impact social, vous avez parlé de faire société, vous avez parlé de co-construction, et ça c'est un message qui a été entendu. Les acteurs culturels l'avaient vraiment souhaité avant les élections. D'abord s'assurer que la culture serait toujours un enjeu majeur pour la région de France, et s'assurer également que les moyens seraient maintenus et que l'on serait dans la co-construction.
des politiques culturelles qui sont mises en œuvre sur le territoire de la région Hauts-de-France. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps pour définir les axes d'intervention de la région. C'est peut-être encore un peu compliqué. Tout à l'heure, vous avez évoqué que parfois il y avait du mal à avoir une visibilité claire de ce que font les différentes collectivités, et même à l'intérieur d'une collectivité, de la difficulté de savoir à quelle entrée vers quelle politique se diriger, que ce soit la culture, que ce soit l'éducation solidaire, que ce soit la jeunesse, que ce soit la vie associative. Donc, voilà, on co-construit avec vous. On souhaite être dans un dialogue permanent et un dialogue permanent avec les autres partenaires dans le domaine de la culture. D'ailleurs, on travaille très bien avec nos partenaires de la DRAC et voilà. Donc, les axes d'intervention prioritaires de la région, il y a un axe qui tourne autour de la création de la créativité, parce que effectivement, la culture, ce sont d'abord des artistes. Et il y a vraiment un soutien renforcé à l'accompagnement des artistes et des lieux de production. Un axe qui concerne plus spécifiquement l'éducation, donc l'éducation artistique et culturelle, et puis la structuration et l'accompagnement à la professionnalisation dans le domaine de la culture. L'axe qui, bien sûr, va vous intéresser peut-être plus spécifiquement aujourd'hui, c'est l'accompagnement de la vitalité des territoires en interaction avec les habitants. Effectivement, vous avez parlé de co-construire avec les habitants. Ce n'est pas simple. Nous souhaitons le faire. Nous souhaitons accompagner des projets qui co-construisent avec les habitants, mais nous avons besoin des acteurs et des territoires pour le faire. Et puis, on a un quatrième axe qui concerne le rayonnement de la région et le développement de l'attractivité régionale et le rayonnement de la création à l'international. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu aussi que aujourd'hui, d'abord vous souhaitez que la culture soit un axe essentiel dans les politiques qui sont menées, notamment les politiques qui sont menées au niveau local ou intercommunal. J'ai entendu aussi que, et ça nous l'avons beaucoup entendu aussi au niveau de la concertation, que ce soit avec les acteurs culturels, que ce soit avec les territoires, c'est que la culture, c'est aussi un levier de développement de l'attractivité des territoires, de développement économique, de développement touristique, de développement social, même si effectivement j'ai bien entendu aussi que mesurer l'impact social des politiques qui sont mises en œuvre, c'est pas aisé. Mais voilà, donc dans ce cadre-là, on va accompagner spécifiquement aussi des projets qui concourent à cet objectif. Donc, pour ce qui concerne plus spécifiquement en fait la politique que l'on met en œuvre, que l'on souhaite apporter spécifiquement, c'est-à-dire les dispositifs où tout à l'heure on parlait d'outillage, de boîte à outils en direction des territoires. Effectivement, la région, elle dispose d'une palette d'outils qui, on l'espère, vont permettre la mise en œuvre de projets, à la fois d'aménagement du territoire, par l'accompagnement de lieux, par la rénovation du patrimoine, par aussi les politiques transversales, en lien avec les autres politiques régionales, notamment dans le cadre du PRADET, donc le plan régional d'aménagement et de développement des territoires. Et voilà, on n'a pas de dispositif spécifique pour l'instant d'accompagnement des territoires ruraux. Mais par contre, tout ce que nous mettons en œuvre et qui s'adresse aux territoires, s'adresse également aux territoires ruraux. Et même parfois avec un bonus qui va permettre à des territoires justement qui sont plus éloignés de l'offre culturelle d'avoir un taux de participation par exemple qui sera plus élevé
que sur d'autres territoires. Donc dans cette palette d'outils, on accompagne, je vous disais, l'aménagement du territoire. Donc bien évidemment, on soutient des structures qui sont actives sur le territoire. Dans les territoires ruraux, effectivement, on va relever qu'on aide moins de structures de diffusion ou d'actions culturelles au programme d'activité. Donc par exemple, dans le territoire de l'Aisne, on sait qu'on aide beaucoup plus de projets ponctuels que de structures qui sont aidées au programme d'activité. Vous avez parlé de durabilité, eh bien ça c'est quelque chose qu'on pourra débattre après pour justement arrêter de financer des projets ponctuels mais pouvoir vous accompagner dans la durée. Alors j'ai parlé de la politique régionale de l'aménagement du territoire pour justement pouvoir soutenir éventuellement la création de lieux et pourquoi pas des lieux innovants qui permettent d'accueillir des projets culturels mais pas forcément que culturels. La restauration du patrimoine, c'est vraiment un enjeu qui concerne aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains. Et on a des dispositifs d'accompagnement de la rénovation du patrimoine protégé ou du patrimoine rural. Ces dispositifs, pour nous, sont importants parce que l'objectif aussi, c'est de faire un effet levier dans la valorisation de ce patrimoine, dans l'accompagnement de projets de valorisation à l'échelle des territoires de ce patrimoine. Dans les dispositifs qui sont véritablement aussi mis à votre disposition et des territoires ruraux et pas que, c'est la présence artistique. Le souhait, c'est vraiment de permettre l'irrigation culturelle des territoires et d'accompagner, par exemple, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, tout ce qui permet l'itinérance de la création dans les territoires ruraux. C'était, tout à l'heure, vous aviez l'exemple, effectivement, du cinéma, des circuits du cinéma itinérant. Je disais, l'accueil d'artistes, c'est permettre, par exemple, d'accompagner des résidences de création ou des résidences longues. Vous avez beaucoup parlé de la présence artistique dans les territoires, donc plutôt que de parler d'implantation, on souhaite parler d'infusion. Et bien évidemment, l'infusion artistique longue ou sous forme de résidence de création, ça ne doit pas s'opposer à une présence artistique déjà existante sur le territoire. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'un territoire profite, accueille des artistes pour pouvoir faire un travail, bien évidemment de création, mais aussi de diffusion et surtout de médiation et d'action culturelle sur ce territoire. Donc c'est vraiment... Vous en gardez un peu pour tout à l'heure aussi ? Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Pour distribuer aussi la parole. Parce que j'aimerais bien aussi avoir le point de vue d'un élu aussi sur cette question de vice-président de communauté de communes, mais je vous laisse finir si vous en avez une. Non. Allez-y. Juste dans ce qui, je pense, est certainement plus important encore dans les territoires ruraux, c'est là où effectivement il n'y a pas toujours une offre permanente de diffusion, c'est d'accompagner au travers des événements qui sont mis en œuvre par la région. Dans le cas des musées actuels, c'est Haute Fréquence ou l'opération Jardin en Seine, où c'est l'accompagnement aussi d'événements et de temps forts dans les territoires. Ces événements sont souvent l'occasion de révéler un territoire, de mettre un regard sur un territoire et pourquoi pas de donner l'envie de construire quelque chose de plus durable. Merci. Alors, est-ce que Pascal Verbeck, vous pouvez intervenir et puis après on écoutera les deux Patricia. Bien, bonjour à tous. Donc Pascal Verbeck, moi je suis vice-président chargé de la culture, du tourisme et de la communication
sur la Picardie verte. Alors je pense que ça ne vous parle pas beaucoup, la Picardie verte. En fait, c'est une région qui se situe au nord-ouest de l'Oise et donc qui est composée de 89 communes dans sa communauté. Donc voilà, donc effectivement, communauté très rurale, hein, puisqu'on est... on représente un dixième du département de l'Oise, on est 50 habitants au kilomètre carré, autant vous dire que la question des mobilités, elle est quand même très prégnante chez nous. Donc ce qui fait qu'avec des niveaux de vie en plus qui sont autour de 15 000 € par foyer, ça pose forcément des questions budgétaires très rapidement qui font que l'accès à la culture est vite très difficile. Donc voilà pour cette première présentation rapide. Alors moi je vous dis tout de suite, intercommunalité, ça fait partie du bloc communal. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends qu'effectivement, l'intercommunalité, une nouvelle strate, non. Pour moi, je gère ma commune dans sa communauté. Il faut être clair là-dessus. Donc à ce titre-là, effectivement, nous, on a développé au sein de la communauté une politique culturelle depuis 2001. Donc ce qui fait qu'on s'est d'abord axé sur, ce qui nous semblait aussi le plus facile et le plus aisé pour notre population, celui de l'accès aux livres à travers la lecture publique. Donc ça a été un axe fort de 2001 à 2008. Et puis après, il y a eu un acte assez structurant pour nous, qui a été une décision politique de créer une salle culturelle. Donc la salle culturelle a fait que derrière, ça a permis effectivement déjà le recrutement de personnel pour gérer cette salle, animer, faire de la programmation. Et c'est là où on a développé tout un axe de 2008 à 2014 sur la construction de partenariats avec nos théâtres locaux, que sont le Théâtre du Beauvaisis, la Comédie de Picardie, et d'autres que je pourrais énumérer plus largement. Donc il y a eu ça, et puis en parallèle également, ça nous a permis, grâce à cet outil, de faire aussi de l'accueil de jeunes publics. Donc on a orienté aussi une politique en direction des jeunes publics, ce qui a permis de tisser des liens directs avec l'éducation nationale, l'ensemble des professeurs des écoles sur notre territoire, puisqu'aujourd'hui on est quand même arrivé à toucher 97 classes sur 115. C'est quand même assez conséquent. Alors tout ça avec une progression dans le temps, puisqu'au départ on ne faisait pas forcément d'accompagnement au spectacle, mais aujourd'hui on fait forcément une préparation au spectacle avec une médiation en amont, ce qui permet de préparer effectivement le jeune public à ce qu'il va recevoir, et aussi d'accompagner les professeurs des écoles dans leur démarche d'éducation artistique. Donc ça a été jusqu'en 2014, et puis à partir de 2014, on a effectivement commencé à se poser la question. Moi je suis arrivé à cette époque-là en responsabilité, et avec ma commission, on s'est posé la question de savoir quel objectif on se donnait pour la mandature. Donc on a pris un temps pour se poser, on s'est fixé des objectifs. On a souhaité continuer cette offre culturelle en la diversifiant, toujours un peu plus. En même temps, on s'est dit, il faut qu'on arrive à toucher un public un peu plus large, et comme je l'évoquais tout à l'heure et je vous le disais, il y a cette question quand même très importante de la mobilité, de la capacité qu'ont nos habitants à aller vers les lieux de diffusion, qui est quand même difficile, très difficile. Il faut quand même savoir que programmer chez nous des spectacles la semaine, vous êtes sûr que vous ne savez pas avoir grand monde dans les salles, parce que ils ont du mal à bouger la semaine. C'est plutôt le vendredi ou le samedi où c'est un peu plus aisé. Et donc, on s'est dit tout de suite qu'il fallait qu'on arrive à creuser un peu notre territoire, à aller au contact des habitants, et ça, c'était en lien avec notre projet de territoire, à quelque part affirmer aussi notre identité d'habitants de la Picardie verte et savoir un peu ce qu'on avait en nous, ce qu'on pouvait faire sortir de nous. Et c'est comme ça qu'on a, du coup, lancé une résidence artistique de 3 ans avec une compagnie qui a donc été en résidence pendant 3 ans et qui a développé son projet. Un premier projet de création la première année, donc c'était une pièce de Molière. Un deuxième projet de récolte de paroles avec là plusieurs spectacles qui ont été aboutis, donc c'est-à-dire un premier spectacle qui lui a donné lieu à une restitution brute de la parole collectée. Donc il faut quand même savoir qu'il y a eu plus de 40 personnes collectées, ce qui a fait un nombre d'heures d'enregistrement assez conséquent. Et puis le deuxième spectacle, une fois qu'on a repris un peu ces premiers témoignages, eh bien on s'en est servi, on les a complétés avec des auteurs très connus qui nous ont permis d'ailleurs de faire un spectacle beaucoup plus abouti et plus artistique encore que le premier. Et donc là, c'était vraiment bien parce que c'était la première fois qu'on arrivait à faire sortir quelque part du cœur de nos habitants ce qu'ils étaient. Et tout ça, ça a été mis en scène
Et ça permet du coup de vraiment d'affirmer un petit peu ce que sont nos habitants. Donc voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, on est en train de développer, alors je le dis tout de suite, tout ça très bien accompagné par nos différents partenaires, mais surtout par la DRAC. Et je remercie au passage Madame Lefebvre-Rosas, parce que c'est vrai qu'ils ont été très très présents à nos côtés, dès le départ. Et c'était pas forcément évident de la part des autres partenaires. Il a vraiment fallu convaincre et le département et la région. Bon, je sais que la politique de la région s'est définie depuis, et c'est vrai que c'était en plein changement et réorganisation, donc c'était forcément un peu une période un peu plus délicate pour vous. Mais c'est vrai que l'accompagnement des partenaires, il est vraiment très important dès le départ. Pour autant, moi je vous le dis comme je le pense, je pense que le développement artistique, il faut vraiment faire confiance aux acteurs locaux. Parce que quand on vit sur un territoire, on connaît ses habitants, on sait ce dont on a besoin quelque part. Donc, que les pouvoirs publics nous fassent confiance, je pense qu'il le faut absolument. Donc, on parle de construction depuis ce matin, je l'entends effectivement, mais moi je crois vraiment que les bonnes idées, elles viennent d'abord d'en bas et qu'elles peuvent remonter et être accompagnées ensuite. Ils ont créé une Donc, ça me semble très important. Ils ont eu une Je prendrai la parole après, mais je vais vous laisser s'exprimer. On va écouter Patricia Koller, donc représentante de l'UFIS. Bonjour à tous, et donc oui, merci pour cette invitation à participer à ce débat sur les politiques publiques pour la culture, d'autant que moi, par rapport à cette table ronde, je suis plutôt en représentation des acteurs, des associations artistiques et culturelles, puisque notre union est un espace collectif au niveau national d'une réunion de plusieurs fédérations qui elles-mêmes rassemblent quelques milliers d'associations artistiques et culturelles sur l'ensemble du territoire, et en effet avec cette réflexion qu'on a fait depuis les années 2000, qu'il fallait sortir un peu des logiques de discipline et des domaines d'activité pour justement essayer d'avoir des espaces plus transversaux de réflexion et notamment d'essayer de penser une réflexion sur les dynamiques d'initiatives citoyennes aujourd'hui, sur comment elles se développent et comment elles habitent aussi justement les territoires. Et je vous rejoins complètement sur ce que vous disiez, c'est-à-dire aujourd'hui aussi de prendre acte d'un certain nombre de changements assez fondamentaux dans nos sociétés, et notamment celle de la place de la société civile, des initiatives de la société civile qui sont extrêmement nombreuses. On a 260 000 associations culturelles sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui. Il y en a un tiers qui sont dans des villes, qui sont plutôt sur des villes de moins de 3 000 habitants. Voilà, le paysage n'est plus le même. On a vraiment une volonté des citoyens de participer activement à la vie culturelle, et il y a un ensemble d'activités, un ensemble de démarches qui sont proposées, et je pense que voilà, tous les ateliers, enfin cette rencontre, encore une fois, montre bien la vivacité justement et donc la capacité qu'il peut y avoir de ces territoires, et je pense que c'est un élément extrêmement important à prendre en compte pour repenser la question de l'identité territoriale, parce que voilà, vous le disiez à l'instant, je crois que et ça a été dit aussi dans les ateliers précédents, il y a aujourd'hui un besoin de déconstruire ces identités territoriales, peut-être de les penser de manière plus hybridée, notamment dans la vision, la représentation qu'on peut avoir parfois des territoires ruraux, parce que ils sont habités de parcours de personnes qui ne sont plus les mêmes que celles d'auparavant, et notamment la dimension culturelle est particulièrement en travail dans ces parcours de personnes, et donc change profondément la nature des territoires et la manière dont on va pouvoir construire ces identités et donc ces ressources culturelles du territoire. Il me semble qu'un autre élément, un autre enjeu extrêmement important, c'est celui de la solidarité, dont on énonçait également aujourd'hui la nécessité impérieuse quand on voit les difficultés avec la croissance des inégalités, les formes de repli qui se manifestent, et qu'aujourd'hui on ne peut pas penser la dimension culturelle si on ne pense pas le contexte en effet général, hein, on l'a dit aussi dans les restitutions d'ateliers, faire société, faire commun. Quand on se réclame de réfléchir autour des politiques publiques, on est forcément dans la réflexion autour de l'intérêt général. Et donc, on a besoin de penser de manière un peu organique, en fait, dans un ensemble de politiques publiques et dans un ensemble de reconfiguration de la société. Et il me semble qu'en effet, cette question de la solidarité et des coopérations,
elle est aujourd'hui assez fondamentale dans la manière dont on va devoir penser ces politiques publiques. Et puis peut-être le troisième aspect que j'avais envie de mettre en avant, qui nous concerne tout particulièrement, nous, acteurs artistiques, mais pas seulement, c'est la question des droits humains, parce que, ça a été souligné également, on est aujourd'hui dans une nouvelle reconfiguration pour nos politiques publiques de la culture, puisqu'on a une loi NOTRe, la nouvelle organisation du territoire de la République, et la loi sectorielle sur la création artistique, architecture et patrimoine, qui actent que l'orientation des politiques culturelles doit se faire de manière partagée, en effet, entre l'État et les collectivités territoriales, dans le respect des droits culturels des personnes, et donc qui acte de cet élément fondamental qui est que la culture permet de bâtir la dignité des personnes et que toute personne est productrice de sens, contributrice de cette culture, et que donc on a repensé une logique d'implication des personnes dans la vie culturelle, de leur participation véritable à construire l'ensemble de ce référentiel culturel qui va nous permettre tous de grandir et d'être en responsabilité par rapport au monde. Et je pense que justement, sur ces territoires ruraux, on a un ensemble de ressources, notamment par l'histoire, notamment par un ensemble, on parle des ruralités, des géographies, des modes de vie, qui ont aussi permis de proposer des expressions, notamment dans le domaine artistique, si on prend la dimension artistique de la culture, tout particulièrement importante aussi à reconnaître, à mettre en lisibilité, et qu'aujourd'hui, on voit bien dans tout ce qui a été dit qu'il y a des champs d'expérimentation, des champs de transversalité artistique, d'expression artistique qui sont en train de naître, et que ça fait vraiment capacité pour les territoires. Alors, en même temps que je dis ça, c'est foisonnant, c'est plein d'initiatives, et en même temps, c'est vrai qu'on est aussi face à des difficultés. C'est vrai qu'en tant que réseau plutôt représentatif des acteurs, malheureusement, on est aussi obligé d'acter qu'on est plutôt dans un contexte qui est empreint de réduction, on va dire, de regard sur ces logiques associatives de la part des politiques publiques. On a fait évidemment face à un certain nombre de retraits, on va dire, en termes de politique publique, pas forcément sur le champ culturel, mais sur la question des emplois, sur le champ associatif de manière plus générale, alors qu'aujourd'hui, on aurait en effet besoin d'une consolidation, non seulement en termes de moyens, mais aussi en termes de regard sur ce qu'est l'initiative citoyenne, ce qu'elle met en avant en termes de collectif, ce qu'elle met en avant en termes de capacité à contribuer au commun, ce qu'elle met en termes de capacité à être dans la durée et la construction d'une épaisseur du territoire, ce qu'elle met aussi en capacité de protection des parcours des personnes, parcours qui sont de plus en plus complexes également. Donc c'est vrai qu'on attend sans doute dans le champ des politiques publiques aussi ce regard qui ne peut pas être qu'économique, qui doit avant tout, à notre sens, mettre en avant cette question de l'exigence des droits humains, l'exigence de solidarité et la manière dont aujourd'hui ces initiatives permettent de favoriser et d'être levier. Alors voilà, bien sûr, vous l'avez tous dit, je pense qu'aujourd'hui, en termes de réflexion, on a besoin d'être sur un approfondissement, en effet, des processus de co-construction, de coopération. Pour ça, c'est vrai que nous, il nous semble que la question de l'observation du territoire, elle est aujourd'hui essentielle. Bâtir des observations participatives, être en appui en effet des espaces de recherche. C'est très important aussi pour d'avoir peut-être plus de partenariats acteurs-chercheurs qui nous permettent d'avancer là-dessus. Plus aussi d'observation et de réflexion avec les acteurs même sur leurs initiatives, sur la manière dont ils les mettent en récit, sur la manière dont ils les inventent, parce que c'est ce qui nous permettra aussi de mieux les révéler. Donc des formes en effet d'observation participative, partagées pour construire ce diagnostic, et puis peut-être inscrire des processus de co-construction dans la durée, parce que ce qui est vrai, c'est que on a participé à tout un travail là dernièrement. Je me tourne vers Patricia parce qu'on le faisait notamment avec le réseau des collectivités d'économie, des collectivités pour l'économie solidaire. Donc il y a un réseau d'élus qui en effet porte cette question de la co-construction, et il y a un rapport qui vient juste de sortir, réalisé par Laurent Fraisse, un chercheur, et qui montre bien les objectifs et les principes d'une co-construction, qu'on est en cours d'expérimentation de ces formes-là, mais qu'il y a un certain nombre de conditions, et notamment cette condition
de la durée qui est nécessaire pour être vraiment dans tout le cycle, à la fois le diagnostic, la réflexion sur la politique publique, la mise en œuvre, mais aussi son évaluation, et que tout ça nourrit un cycle et ne doit pas s'arrêter. Donc on a vraiment besoin de ne pas être sur des one-shots, mais bien sur des logiques de processus, une fois de plus, qui privilégient cette interconnaissance. Moi, j'aurais aussi tendance à revenir sur la question des soutiens dans la durée, des conventionnements en effet dans la durée, et le besoin aujourd'hui d'être beaucoup plus dans l'adaptation. Vous l'avez dit, sortir des cases. C'est très compliqué, c'est pas forcément des processus évidents à mettre en œuvre, mais une fois de plus, si on s'appuie sur ce référentiel des droits culturels, ça doit pouvoir peut-être nous permettre de réfléchir à des orientations un peu nouvelles, et puis aussi de bâtir justement des logiques d'évaluation partagées, où on n'est pas une grille. On parlait d'impact social. Moi, je pense que l'évaluation, c'est de la co-construction. Donc il faut qu'elle soit multipartie prenante, il faut qu'elle soit partagée, et il faut surtout qu'elle soit adaptée et personnalisée par rapport au projet dont il s'agit. Et puis peut-être que j'aurais, pour passer la parole à Patricia aussi, peut-être que j'aurais un dernier mot sur justement la question de la réflexion sur du soutien à des formes en effet de projets de coopération ou d'expérimentation qui nous manquent aujourd'hui, sur des choses assez simples autour de l'animation de l'emploi, des emplois qui permettent l'animation du processus de coopération, des ingénieries. Pourquoi pas de l'ingénierie financière aussi, à réfléchir justement avec l'économie sociale et solidaire, de réfléchir aussi à des adaptations. On voit aussi que par exemple, c'est pas facile quand on a des collectifs artistiques ou des projets collectifs de pouvoir adapter les conventionnements en ce sens. Mais aussi plus largement sur la question des projets de territoire que vous avez bien soulevé, et comment on arrive à avoir peut-être en effet des politiques plus intégrées qui prennent en compte dans la durée les acteurs dans ces processus-là. Peut-être que les fonds européens peuvent nous y aider lorsqu'ils ne sont pas trop complexes à mettre en œuvre, donc plus on arrivera à faciliter leur accès, notamment pour les petites structures, et mieux ce sera. Mais je crois voilà, qu'il y a à pointer en tout cas un besoin de travailler beaucoup plus fortement à des politiques publiques qui peuvent générer cette coopération. Merci. Alors Patricia Andriot, deuxième Patricia. Oui, alors je suis un petit peu ennuyée parce que je ne sais pas tout à fait à quel titre je parle, donc je vais parler sous deux casquettes. Je suis à la fois représentante du ministère de l'Agriculture, où je m'occupe du réseau rural national, et dans ce cadre-là on fait des actions qui concernent culture et ruralité, je vais y revenir. Et puis je suis élue locale en milieu rural, dans une ville qui ressemble un peu à la vôtre, qui est Langres, parce que c'est une ville de rempart aussi, et enfin, dans un village à côté de cette ville plus exactement, et à ce titre je suis au réseau des territoires pour l'économie solidaire. Bon, et en fait peut-être ce que je vais faire évoquer vient du mélange de ces deux aspects, sachant que je ne suis pas schizophrène et que de toute façon les choses se complètent. Je voudrais d'abord faire trois remarques pour répondre à votre première question sur comment les politiques publiques prennent en compte ces questions de ruralité, agriculture et culture. Je trouve qu'il y a trois enjeux derrière ces questions-là. Il y a un enjeu qui ont été dit, déconstruction et réconciliation. J'ai employé des gros mots, mais je vais y revenir. Un enjeu de médiation, et puis un enjeu de sûrement harmonisation, articulation, co-construction. Alors, pourquoi j'ai parlé de déconstruction, réconciliation, je pense qu'aujourd'hui, on souffre d'un écart énorme entre, d'une part, la réalité mesurée des territoires, les flux, ce que décrivent des démographes ou des géographes comme Hervé Lebras, Jacques Lévy, etc., les rapports aussi du CGET, qui montrent que l'image de dire il y a d'un côté les métropoles, de l'autre côté une France rurale, en fait, géographiquement ou en termes de flux, ça n'existe plus, ça. Ça, c'est une France rêvée ou imaginée ou ressentie, et je reviendrai sur le mot ressenti. Mais quand on caractérise aujourd'hui, toutes les cartes montrent que c'est pas d'un côté le rural et de l'autre côté l'urbain. C'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'à l'intérieur de ça, il y a du rural hyper dynamique, du rural oublié, mais qu'il y a plein de critères qui montrent que les banlieues souffrent beaucoup plus que le milieu rural
en matière d'abandon. Donc je trouve qu'il y a un vrai enjeu à quand même un peu déconstruire et à pas avoir cette approche-là, y compris, peut-être surtout d'ailleurs en ce qui nous concerne, dans nos façons d'aborder les politiques publiques. Ça me semble vraiment important. Ce qui ne veut pas dire, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un ressenti très important, rural-urbain, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, et que, parce que les cartes ne disent pas ça, ce que je dis, c'est qu'il faut réconcilier et se poser la question de pourquoi il y a cet écart entre ce que disent des cartes, les chiffres, et le ressenti, et comment les choses s'articulent, comment on construit, parce que, alors moi j'ai une hypothèse, c'est que quand même on construit encore beaucoup les politiques publiques sur d'un côté ce qu'on fait pour les métropoles et de l'autre côté ce qu'on fait pour la ruralité. Et que voilà, et qu'on oublie qu'on ne construit pas les politiques publiques en cohésion, voilà, quand on pense des contrats, on les pense pour tel type de territoire, par exemple. Il y aurait, à mon avis, des choses à faire derrière ça. Et par exemple, alors, en filigrane de ça, il y a autre chose. Je suis au ministère de l'Agriculture, je m'occupe au sein de ce ministère du réseau rural national, qui est un programme de marketing d'un fonds européen qu'elle fait ADER, qui maintenant est aux régions, mais en grande partie aux régions, sauf pour une partie des aides agricoles, qui est un programme qui a quelques fonds pour la ruralité. Et au niveau national, on a avec le CGET Région de France un rôle d'observation et puis de valorisation, de marketing et de détection des bonnes initiatives menées avec ce programme. C'est le seul endroit au ministère de l'Agriculture, contrairement sûrement à une représentation peut-être encore tenace, où on s'occupe, non pas tout à fait le seul endroit, je vais revenir, où on s'occupe encore de ruralité. Je veux dire, aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère de l'Agriculture. Le ministère de la Ruralité, c'est au sein du ministère de la Cohésion des Territoires. Mais il se trouve que le FEADER, ce petit bout de fonds de ruralité, il est géré au niveau du ministère de l'Agriculture. Et au sein de l'enseignement agricole, où les lycées agricoles ont une mission claire d'animation des territoires, et où là, il y a aussi une vocation de ruralité. Mais c'est les deux seuls endroits au sein du ministère où on parle encore de ruralité, ça ne fait pas beaucoup, en fait. Ça ne fait pas beaucoup d'endroits. Et je pense que c'est important d'avoir aussi cette image en tête, parce que du coup, moi, je trouve qu'il y a un peu un angle mort de cette approche des territoires, parce que, en tout cas, d'un côté, il y a les fonds sur cette partie du ministère, et puis de l'autre côté, c'est le ministère de la Cohésion des Territoires, mais qui n'a pas les fonds du développement rural, enfin bref. Donc voilà, tout ça est quand même un peu compliqué, et je trouve qu'il faut l'avoir en tête, et ça m'amène quand même à mon deuxième enjeu, c'est que si on s'intéresse à la question agriculture et culture, il y a une raison qu'il ne faut pas abandonner, qui est très importante, qui est celle pour laquelle le ministère ne délaisse pas complètement la culture, et la raison pour laquelle cette convention dont a parlé Laurence, qui est assez ancienne mais remise au goût du jour et va être réactualisée, c'est que quand on parle d'agriculture, on a vraiment besoin de culture au sens de médiation. Moi, ce que je constate sur le territoire sur lequel je suis, mais je crois que ce n'est pas un cas isolé, si j'étais récemment à vos rencontres, c'est que sur les questions agricoles, il y a beaucoup de sujets sur lesquels aujourd'hui on est en incapacité, on n'est pas très capable de répondre parce qu'on n'est pas capable d'apporter la médiation qu'il faut. Je pense par exemple à la question du glyphosate, je pense à la question par exemple des animaux de l'élevage, au moins des animaux en batterie, mais plus globalement de l'élevage. On a des vraies incompréhensions entre parties de la société, des vraies incompréhensions entre une partie de la demande sociale qui dit on ne veut plus d'élevage, et des éleveurs, des agriculteurs qui disent mais on ne sait pas comment faire pour l'agriculture française sans élevage, sur le plan économique, mais aussi sur le plan agronomique d'ailleurs, parce que si on veut aller vers l'agroécologie, l'élevage est indispensable. Sur le glyphosate, il y a quand même une réalité, c'est un produit dangereux, c'est un fait avéré, n'empêche que très concrètement, on ne sait pas massifier des pratiques sans glyphosate. Il y a bien des expériences, je dis on ne sait pas massifier. Bon, bref. Donc, et quand même, je pense que pour avancer sur ces débats-là, sur les territoires, on a besoin de la culture en tant que médiateur. Voilà. Parce que c'est aussi la manière de décaler le débat. Voilà. Je trouve que c'est quand même un enjeu important. Et troisième chose que je voulais dire aussi, c'est en termes d'enjeu, ce qui saute un peu, je trouve, en entendant ce qu'on entend depuis le début de l'après-midi, aux yeux de la figure, aux yeux, comme le dit au milieu de la figure, c'est, la question de l'articulation entre les politiques publiques, dont on parle beaucoup. Enfin, on parle beaucoup de co-construction, et je suis une fervente défensrice de la co-construction à titre d'élu, puisque, comme le disait Patricia, au RTS, on a beaucoup, et moi je crois fondamentalement en ça,
et que la co-construction, c'est pas juste on associe de temps en temps, c'est on va vraiment au bout, y compris loin dans la prise de décision avec les acteurs. Mais du côté des politiques publiques, au moins, avant de parler de co-construction, il faudrait déjà qu'on parle plus d'articulation entre niveaux des politiques publiques, parce que quand même, ça reste quelque chose de compliqué. Je pense que pour les acteurs, ou pour une commune rurale ou pour une interco, c'est quand même compliqué de jongler avec tous ces niveaux, avec tous ces financeurs qui ont quand même des exigences différentes, des exigences de dossiers différentes, des délais différents. L'Europe, c'est encore autre chose, et il n'y a pas vraiment, on ne simplifie pas la vie. Enfin ça ne demande pas d'argent quand même. Alors, il y a eu un travail, il y a une charte d'engagement réciproque entre les pouvoirs publics et le milieu associatif qui devrait être mise au goût du jour, si j'ai bien entendu les annonces du ministre sur la vie associative la semaine dernière. Je trouve qu'en tant que représentant de politique publique, faisons déjà le premier pas. Moi, je parle pour ma chapelle, au ministère de l'Agriculture, je me rends bien compte de ce que ça va vouloir dire que faire avancer la prise en compte de... Nous aussi, on travaille avec des associations, je vais y venir après, quand je vais dire aux collègues que ça serait bien qu'on signe cette charte avec les associations qui travaillent avec nous dans le cadre des appels à projets mobilisation collective, je vois d'ici comment ça va être compliqué et comment on va considérer que c'est pas notre sujet, que... Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire. Donc culturellement, il y a quand même il y a des efforts. Alors juste, j'aborde, pour répondre et amener quand même un peu de positif dans tout ça, il y a quand même des outils. Et même si on peut voir le paysage assez... je ne veux pas non plus faire la naïve, et j'entends tout à fait ce que tu dis, Patricia, et on peut avoir l'impression que massivement les politiques publiques ne vont pas dans le sens où on souhaiterait pour faire progresser tout ça. Oui, mais il y a quand même quelques petites lumières, signes d'espoir, et je veux juste terminer sur 2 ou 3 exemples où malgré tout je me dis ça peut être des accroches pour aller plus loin dans la façon de faire. Je ne reviens pas sur la convention culture-agriculture, mais qui est quand même originale dans le paysage. Enfin, on pourrait se dire, du point de vue du ministère de l'Agriculture, aujourd'hui, on ne voit pas là pourquoi on s'embête encore à signer ce genre de truc, quoi. La doxa en politique publique aujourd'hui, c'est recentrons-nous sur nos missions principales. Voilà, c'est pas ce qu'exprime aujourd'hui le ministère de l'Agriculture, et je trouve que c'est très important. Donc voilà, il y a quand même un exemple d'accroche possible. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les lycées agricoles, ça a été évoqué, ont quand même, et c'est inscrit dans la loi, une mission d'animation territoriale, ont toujours des enseignants d'éducation socio-culturelle. Enfin, il y a un ancrage qui fait l'identité de ces lycées, et c'est quand même des outils, il me semble, extrêmement précieux sur le territoire. Troisième exemple, c'est alors là, les fonds européens. Je sais que si je dis leader dans la salle, ça peut être un gros mot pour vous. J'en suis parfaitement consciente. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce qu'on peut passer le reste de la soirée, mais voilà, maintenant vous avez mon nom. Mon mail, c'est patricia.andrio@agriculture.gouv.fr. Vous pouvez m'écrire pour me faire part de vos difficultés leader, que je ne résolverai pas, mais peut-être je vous aiderai à comprendre d'où viennent les difficultés et que ça fera avancer le schmilblick. Donc on est très conscient des difficultés extrêmement importantes sur le sujet. Cela dit, quand même, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On est en négociation, on est en pleine négociation de la future politique agricole. Ce serait dommage que ça disparaisse complètement du paysage. Le risque n'est pas tout à fait inexistant. Le mot leader, il y sera toujours. Il faut voir avec quelle enveloppe derrière et comment. Parce que quand même, aujourd'hui, ça reste un des programmes de financement de fonds européens qui permettent de financer des choses un peu intéressantes et un peu intelligentes en matière d'intelligence collective et d'approche collective sur le territoire. Et dans le cadre des fonds européens aussi, on a lancé un appel à projet au niveau national de mobilisation de plusieurs partenaires sur des grandes thématiques. On aurait pu avoir un sujet rien que sur la culture. Bon, il se trouve qu'il n'y en a pas eu, mais enfin, l'UFISC est quand même intégré dans un de ces projets. Je crois qu'on a essayé, dans la conduite de ce projet-là, de cet appel à projet-là, d'être dans une vraie logique de co-construction. C'est-à-dire qu'on n'a pas écrit le projet avant qu'il soit écrit, on n'a pas non plus écrit les cadres du projet avant qu'il soit écrit. On avait juste comme exigence que ce soit partenarial. C'est quand même, on accompagne financièrement jusqu'à hauteur possible de 500 000 euros sur 3 ans. Donc ça peut être quand même, il y a quand même de l'argent public mis sur la table, européen et du ministère de l'Agriculture et du CGET. Et puis que le projet a à un moment donné une dimension européenne. Pas forcément un partenariat européen compliqué, mais qu'on s'intéresse un peu à ce que l'Europe fait. Et c'est extrêmement important parce que je pense qu'on se regarde un peu trop le nombril et qu'il faut quand même qu'on regarde ce que nos voisins européens font. Ça nous évite de réinventer l'eau chaude. Ils font, y compris en matière culturelle, des choses très astucieuses sur les territoires ruraux.
Bon, enfin, donc toujours est-il que voilà, on a essayé de construire ce programme. Et moi, ce que je trouve intéressant, le réseau rural national, ça reste quand même une espèce d'ovni, j'ai l'habitude de dire, dans le paysage des politiques publiques, où on essaie d'avoir une approche et de mettre en lumière des alternatives intéressantes, et pas que le mainstream des politiques ou des pratiques. Enfin, notre boulot, et c'est ce qui est écrit dans le programme, c'est quand même de regarder qu'est-ce qui fait bouger les territoires de manière intéressante, de manière à pouvoir l'intégrer plus, de manière plus massive dans les politiques publiques. Et c'est comme ça que, par exemple, je citais juste un exemple, on finance un projet porté par l'Institut des territoires coopératifs qui font des itinérances sur des territoires ruraux et qui accompagnent, enfin qui passent une journée avec des porteurs de projets pour regarder vraiment précisément, je l'ai vécu, donc l'implicite des projets de coopération. Parfois des personnes. Bon, ben moi, je trouve quand même que c'est pas mal qu'on arrive à financer ça de manière massive. Enfin, voilà. Et dernière chose en matière de choses un peu intéressantes qui se passent dans les politiques publiques, c'est ce qu'on appelle l'innovation publique ou le design des politiques publiques. La 27e région, ça parle peut-être à certains d'entre vous. Je veux dire quand même, la réforme des politiques publiques, c'est pas que CAP 2022, on supprime les fonctionnaires. C'est aussi ça. Enfin, il y a aussi, on ressent que l'émission de l'État, ça. On est aussi là-dedans. Mais pas tout à fait que. Il y a quand même aussi une réflexion sur comment, dans le contexte actuel, avec moins de moyens, parce que la contrainte budgétaire, comment on essaie de faire différemment, parce qu'il y a la révolution numérique, enfin, on voit bien, ça nous éclate à la figure maintenant, il faut participer et construire autrement et travailler et être plus en interactif, d'ailleurs que forcément en participatif qui reste un peu paternaliste, avec les citoyens. Donc il y a quand même un questionnement de ça au niveau de l'administration française, du Premier ministre, des services du Premier ministre, mais de plusieurs administrations, au ministère de l'Agriculture. On a quand même un labo d'innovation publique et sur lequel on a fait un travail selon des méthodes très innovantes sur la simplification des aides agricoles. On est loin de la culture, je suis d'accord, mais je veux dire quand même que sur un sujet aussi dur que ça, on a réussi à faire un travail intéressant dans cette logique-là. Donc voilà, ça bouge. Je ne suis pas naïve, je ne suis pas en train de dire que c'est merveilleux et qu'on a réglé tous les problèmes. Attention, je veux juste pas qu'on soit dans un discours que manichéen, c'est tout moche, ou voilà. Bon. Merci beaucoup. Alors, du coup, on a eu des échanges très riches déjà, et puis vous avez tous déjà abordé cette nécessité de co-construction de politiques publiques, de transversalité des politiques publiques. Et on voit que la culture est aussi au service d'objectifs plus larges, en fait, de développement du territoire. Alors peut-être que, comme on est un petit peu en retard déjà dans le timing, est-ce que vous avez déjà des questions, peut-être donner déjà un peu la parole à la salle sur ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et après peut-être revenir un peu sur les difficultés ou les limites ou les choses comme ça, mais est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ce qui a été dit ? Oui, il y a une question. Alors c'est pas vraiment une question, simplement aussi j'ai l'impression que ça n'a pas été mentionné, moi je voulais le féliciter, l'intervention de la DRAC aussi dans les hôpitaux avec le programme Culture Santé, donc c'est pas spécifique à la ruralité, en tout cas nous on en profite sur un hôpital rural et c'est vraiment appréciable. Et je dirais que ça a mis... ce programme a donné chez nous l'envie justement d'aller vers la rencontre de structures culturelles comme la Chambre d'eau, d'autres artistes, et donc ça a mis vraiment le point de départ sur d'autres initiatives. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions ? Quelques remarques n'ont pas été abordées dans le débat. En lien avec la loi NOTRe, enfin ça a été évoqué, mais c'est un problème pour les acteurs culturels, le fait d'avoir une multiplicité d'intervenants publics sur les politiques culturelles. C'est lourd, c'est contraignant, ça a été évoqué, il y a de multiples critères d'intervention ou de montage de projets qui sont différents. Or, ce qui est important, c'est le projet culturel du territoire, c'est le projet culturel de l'association, c'est le projet scientifique et culturel, ça peut être le projet social, ça peut être le projet associatif, peu importe, mais il empêche que cette multiplicité d'intervenants rend les choses difficiles. Alors, si on prend en compte le fait que l'État est de moins en moins présent
les politiques de décentralisation culturelle. On sent bien, il y a même eu des projets de décret visant à dire le ministère de la Culture n'aura plus que des compétences sur les grands enjeux nationaux, sur la gestion des monuments nationaux, des grands musées, des grands théâtres, etc. Le reste appartiendra aux collectivités territoriales et locales. Alors, tout en étant réservé sur les politiques culturelles verticales. C'est-à-dire que si on fait des politiques culturelles verticales, il n'y a plus possibilité d'avoir d'initiatives locales horizontales. Mais en même temps, chaque région, chaque département, chaque EPCI, chaque commune a ses propres choix. Ce qui engage et entraîne, je dirais, des inégalités culturelles territoriales. Parce que d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, d'une intercommunauté à l'autre, les choix ne sont pas les mêmes. Or, de par la loi de la République, il devrait y avoir une égalité de traitement de l'ensemble des citoyens des territoires. Donc, c'est une question. Sur les politiques européennes, le problème pour les acteurs culturels, notamment du champ associatif, c'est leur capacité à gérer à la fois l'ingénierie, l'administration et surtout la trésorerie des projets européens. La capacité à travailler avec des partenaires européens ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est la capacité de préfinancer pendant 18-24 mois. Voilà. Alors, dans des territoires comme les nôtres, on peut le dire pour la région nord de l'Aisne, sud du département du Nord, par exemple, le nombre de projets européens dans le champ culturel, mais plus largement dans le champ de l'économie sociale et solidaire, est quasiment inexistant. Par incapacité à la fois à générer l'ingénierie suffisante, mais surtout à préfinancer les projets. Alors, pour répondre à la première question, est-ce que... Je réponds, mais le collègue dans la salle va pouvoir compléter aussi. Par rapport à la politique de l'État pour le ministère de la Culture, il faut quand même qu'on précise que les DRAC ont été réaffirmés dans leur rôle sur les territoires, donc on est présent sur les territoires. Donc c'est aussi effectivement dans notre démarche à nous tous, et aussi on n'est pas sans se voir toutes les politiques publiques qui portent les politiques publiques pour essayer de coordonner et de donner un peu du sens, puisqu'on a toutes ces mêmes préoccupations, notamment sur le sujet de la ruralité, essayer d'articuler, de voir comment on peut travailler ensemble. On a bien entendu des compétences, le ministère de la Culture, on n'a pas le monopole de la culture, on a des compétences sur la conservation, sur la restauration du patrimoine et sa valorisation, sur la création, l'accompagnement des artistes et des structures culturelles, et l'action culturelle qui donne un peu du sens, du sens, ça a du sens, je ne sais pas que les collègues ne travaillent pas sans sens, mais pour compléter un petit peu toute cette politique des missions du ministère. Donc oui, on essaie, alors c'est pas toujours facile, mais on essaie effectivement d'être dans une démarche de cohérence sur le territoire avec nos collègues des autres collectivités. Alors voilà, on va dans ce sens en sachant les difficultés qu'il y a aussi dans les collectivités, tout à fait conscient de ça. Oui, et puis peut-être pour compléter le propos Isabelle Lefebvre-Rosat, c'est vrai que j'ai envie de reprendre une des réponses qui a été faite tout à l'heure dans les restitutions d'ateliers, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, pour les porteurs de projets, on en est bien conscient d'une difficulté réelle, la multiplicité des interlocuteurs, et en même temps, faire de la contrainte une opportunité, c'est-à-dire, c'est quand même aussi une richesse. C'est vrai que dans les débats, on déplore régulièrement le millefeuille, la complexité de l'organisation territoriale, c'est aussi une richesse, donc il faut aussi jouer de cette complémentarité. Je vous rejoins, c'est une faiblesse et c'est un atout. Mais c'est quand même une faiblesse aussi, c'est difficile, même s'il y a quelques compétences qui ont été réparties, c'est vrai que la majorité quand même des politiques culturelles s'appuie sur des politiques d'initiative des différents niveaux de collectivité. Et donc, effectivement, je vous rejoins quand vous dites que c'est un atout d'avoir une diversification des financements. Néanmoins,
tout à l'heure, ce qui a été évoqué aussi, et ça c'est une vraie difficulté, c'est qu'il faut que les politiques des différents échelons, des différentes collectivités territoriales, elles soient lisibles. Donc tout à l'heure, vous pointiez aussi la difficulté de pouvoir repérer tous les types d'aides possibles, la lisibilité de la politique culturelle de la région, mais comme des autres collectivités, et les différents types d'aides. Mais c'est vrai que pour lever ces difficultés, il faudrait peut-être qu'effectivement, la loi NOTRe, vous parliez de la loi NOTRe, monsieur, elle prévoit une CTAP, une conférence territoriale de l'action publique, tous les ans dans le domaine de la culture. Donc ça nécessite effectivement un dialogue permanent entre les différents niveaux de collectivité pour pouvoir, en tout cas, si ce n'est agir de manière complémentaire ou harmoniser leur politique, essayer d'agir de façon concertée et cohérente en direction des territoires. Alors, en région de France, les relations avec le ministère de la Culture et avec l'État sont assez bonnes. On a deux conventions, une convention qui vient d'être signée sur la généralisation de l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie. Et là-dessus, effectivement, on peut se réjouir que ensemble et vers les territoires, on va essayer d'agir de concert. Et puis, on a en projet, justement, pour lever cette difficulté que vous pointiez, si ce n'est d'harmoniser le politique, d'essayer puisque nous avons, on l'a vu aujourd'hui, je pense que les uns et les autres, on a quand même beaucoup d'objectifs communs et on partage les enjeux, essayer de travailler sur une convention de développement culturel de quelques années, parce qu'on parle de besoins durables, pour en tout cas au niveau de l'État et de la région avoir des politiques complémentaires, concertées, cohérentes, en direction des territoires, des artistes, de la création et des filières. Voilà, donc on y travaille. Oui, moi je voudrais intervenir par rapport à ce qu'a dit monsieur, et je vais dans son sens parce que je trouve que c'est une vision tout à fait lucide de la situation. Je suis moi-même gestionnaire d'un programme leader, donc autant vous dire qu'on y est confronté très régulièrement. Et c'est vrai que c'est un vrai souci, les avances de fonds, effectivement, les dossiers administratifs. Alors je peux vous dire que ça, c'est une exception française. C'est une exception française. Aujourd'hui, la France est le dernier pays à distribuer les fonds européens. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié la Serbie. La Serbie est derrière, vous savez pourquoi? En fait, ils sont derrière parce qu'ils ont démarré il y a que 6 mois. Donc voilà, il faut savoir. Donc ça, c'est stricto français. Donc, moi je dis, et je le dis à tous les intervenants qui sont là, charge à vous de simplifier les dossiers administratifs. Parce que très honnêtement, c'est pas l'Europe qui fait la complexité, c'est bien évidemment notre administration telle qu'elle est organisée, telle qu'elle est structurée. Et moi je vais vous donner un exemple très simple. Sur ma communauté de communes, il y a le souci pour effectivement les porteurs de projets leaders d'aller chercher les 20% de cofinancement qui sont nécessaires pour obtenir les 80% de fonds européens. Ben, nous on a fait un truc très simple. À partir du moment où le groupe d'action locale, donc, qui gère le fonds européen, qui est constitué de 50% de personnes publiques, 50% de personnes privées, donne son accord au projet, eh bien, automatiquement, la collectivité apporte les 20%. Il n'y a pas de constitution de dossier, on fait juste un petit passage en bureau, terminé, il a ses 20%. Voilà des solutions simples, de choses que l'on peut mettre en place et qui évitent aux porteurs de projet à devoir faire des dossiers. Et moi, je comprends qu'ils, quelque part, ils aient du mal à aller jusqu'au bout, c'est logique. Moi, je sais que la compagnie pour la résidence artistique qu'on a portée là pendant 3 ans, ils ont déposé un dossier leader, parce que je les ai tannés, parce que je leur dis, si, il faut le faire, c'est innovant, c'est collectif, c'est partenarial, et il faut y aller. Et bien, pour autant, je peux vous dire que c'était quand même un vrai chemin de croix. Donc, moi, je comprends que les acteurs culturels, ils se disent, bon, c'est bon, et en plus, ils n'ont pas l'ingénierie pour le faire. Donc nous, on a besoin sur nos territoires ruraux d'ingénierie pour nous accompagner là-dessus, d'ingénierie de financement, parce que en ça, Leader est très bien organisé, parce qu'il y a des comités techniques préalables, et ils regardent comment, là, avec les différents partenaires, on peut accompagner le porteur de projet. C'est-à-dire, on va dire, bon ben là, le département peut mettre par exemple 10 000, la région peut mettre autant, le Leader va mettre
moins de 80% du coup, mais voilà, il y a une vraie clé de répartition qui est décidée et ça évite aussi aux porteurs de projets d'avoir à multiplier les demandes. Voilà, il y a une concertation en amont. Donc ça, c'est important. Oui, sur la question de l'ingénierie et des fonds européens, la difficulté est absolument réelle, je l'ai dit au départ, mais quelques éléments de réponse. Alors la France n'est pas le dernier, je peux vous envoyer les tableaux de consommation et de remboursement de la France dans son programme qui est dans la moyenne, qui est, oui, y compris sur le programme Leader. Moi, c'est des sources Nicolas Lebrun. Alors on a les mêmes, je pense, parce que, mais c'est pas, ils ont communiqué de manière abusive avec les chiffres qu'on leur fournit. Mais bon, de toute façon, ceux qui ne rendent pas la situation brillante pour autant en France. Là-dessus, on est d'accord. Sur le programme Leader, il y a des sujets, des soucis structurels. C'est que moi, je considère qu'actuellement, la réglementation Leader, qui est la réglementation générale du FEADER, n'est pas faite pour accompagner les projets Leader. L'erreur initiale, c'est quand le programme Leader, qui était un programme d'initiative communautaire, a basculé dans le FEADER, et on applique la réglementation de la gestion de fonds, enfin, des projets d'investissement à plusieurs millions d'euros sur des projets Leader de quelques dizaines de milliers d'euros. Donc il y a un problème structurel. Je ne peux pas dire et ça c'est européen quand même. Ce cadre-là, il est quand même européen, ça ne changera pas. Donc il y a ce premier niveau de problème. Deuxième niveau de problème, qui est franco-français, et notamment parce qu'il y a eu décentralisation des fonds et que les relations entre l'agriculture et les régions ont quand même été assez compliquées à mettre en œuvre de part et d'autre. Les responsabilités sont partagées entre ASP, ministère de l'Agriculture et région. Voilà. Du coup, ça donne beaucoup de complexité pour les acteurs. Il faut quand même qu'on soit conscient qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et dont on peut espérer qu'elles soient faites pour la prochaine programmation. C'est la question des avances de trésorerie. Je pense qu'on peut travailler et au niveau des régions et au niveau de l'État. La Réunion, par exemple, a négocié, a mis en place un fonds d'avance de trésorerie. Moi, je rencontre France Active le 7 janvier pour qu'on prénégocie pour la prochaine programmation le fait qu'il puisse y avoir ce genre d'avance, de ligne d'avance qui soit répercutée dans les entités régionales de France Active. Je ne sais pas ce que ça donnera. En tout cas, il y a des choses qui peuvent être initiées sur la vente des fonds. Peut-être les régions peuvent mettre en place des outils, ça leur appartient. Et sur l'ingénierie aussi de ces fonds. On est mauvais. Les Italiens et les Espagnols, alors là, vous avez raison, sont nettement meilleurs que nous sur la consommation. Mais ils ont compris qu'il fallait dédier des fonds à l'ingénierie. Ils prennent une partie de leur enveloppe et ils payent un fonctionnaire. Un agent, pas fonctionnaire ou pas, c'est pas la question, mais un ingénieur qui est chargé du montage, pas de l'instruction, qui est chargé du montage des dossiers des projets, qui prend 10% dessus. Et bien ça marche mieux. En France, on se refuse à le faire. En tout cas, je ne connais pas beaucoup de collectivités qui l'ont fait. Moi, dans la collectivité où je suis, on l'a défendu. Ça n'a pas été accepté parce qu'on considère que mettre 40 000 € par an sur un ingénieur qui va monter les dossiers, c'est de l'argent perdu. Ben non, c'est pas de l'argent perdu. Mais on n'a pas cette culture-là. Bon, voilà. Donc les problèmes sont réels, mais il y a quand même quelques pistes de solutions pour améliorer les choses. Moi, je voulais aussi revenir là-dessus parce que je trouve que c'est un bon exemple aussi de la nécessité de décloisonnement. On a pas mal d'acteurs artistiques qui se préoccupent de ces fonds structurels européens. C'est d'ailleurs même un programme qui aide plus le champ artistique et culturel que le fonds Europe Créative, par exemple. Et pourtant, on a beaucoup de mal à faire entendre à nos interlocuteurs au ministère de la Culture qu'il faut se préoccuper de ce fonds structurel. Et de la même manière, par rapport à ce qui est dit, depuis le temps qu'on fait remonter en effet les difficultés pour les structures sur les questions de trésorerie, sur ces questions d'ingénierie, il nous semblerait qu'il pourrait y avoir des réflexions sur de l'ingénierie financière, notamment appuyées en effet sur les possibilités ouvertes par l'économie sociale et solidaire et les finances solidaires, sachant que quand même on a un grand nombre de structures artistiques et culturelles qui sont de ce champ de l'ESS. Donc il y a des réflexions à mener, et je dirais même que voilà, il y a quelques années, quand on a conduit toute une opération, quand il y a eu le partenariat 2014-2020, donc sur l'ancienne programmation, on avait envoyé des courriers à l'ensemble des régions pour que justement les directions culture et les directions qui s'occupent des fonds structurels se parlent, parce qu'aujourd'hui c'est quand même encore très compliqué que les services culturels de manière générale se préoccupent de ces fonds structurels. Donc on voit bien que le décloisonnement parfois il est aussi attendu du côté en effet des cadres publics. Et par rapport à la diversité des financements,
moi, j'entends la complexité, mais quand même, je donne cette attention qui me semble extrêmement important, que la responsabilité publique en matière culturelle, en effet, reste partagée par l'ensemble des collectivités, surtout au regard de tout ce qu'on a dit sur la dimension culturelle, tout ce qu'elle fait partager, tout ce qu'elle rassemble, que d'autre part, on a des formes et des initiatives qui sont extrêmement variées, extrêmement nombreuses, et que cette diversité de financement permet aussi de remplir des objectifs très différents et permet à un moment donné aussi à beaucoup d'initiatives de pouvoir exister justement sans être forcément dans les cases, et que justement sur ces questions d'articulation des politiques et notamment d'égalité des territoires, qui me semble extrêmement important, c'est peut-être aussi justement en revenant aux questions démocratiques et d'implication démocratique qu'on arrivera à respecter ces logiques de solidarité et d'égalité territoriale. Il me semble qu'il y a à prendre en compte la diversité des territoires, et en même temps, et peut-être que ces processus de co-construction dans la durée, la réflexion sur les projets de territoire et leur articulation solidaire doit passer par de l'implication citoyenne. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou... Oui. Freddy Dolphin, département du Nord. On est tous d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Il me semble manquer quelqu'un autour de la table, c'est justement les départements. J'aurais souhaité avoir, parce que là, vous nous avez illustré soit des expériences, des conventions de partenariat, des projets co-construits, si la région, le ministère, les intercommunalités, quels étaient aujourd'hui les partenariats établis avec cette autre collectivité importante. On vient de parler de solidarité, de cohésion territoriale. Le département, il est au cœur de ces enjeux de solidarité et de cohésion territoriale. Donc si éventuellement vous pouvez mettre peut-être des exemples, des avis. Je suis un peu surpris de ne pas avoir un département autour de la table. Merci. Peut-être simplement pour répondre sur cette question, on a effectivement invité le département de l'Aisne à participer à cette table ronde. Ils n'ont pas souhaité être présents, peut-être parce qu'il y a aussi une actualité un peu particulière dans le département de l'Aisne, et il me paraissait un peu délicat d'inviter un autre département que celui dans lequel on était, donc c'est pour ça qu'il n'est pas présent. Mais je vous laisse. Je ne sais pas si... Juste pour dire que je ne vais pas illustrer les coopérations de la région avec les départements, mais en tout cas, effectivement, je vous rejoins complètement sur le souhait et la nécessité de mettre les départements dans les échanges et autour de la table, que ce soit entre collectivités, que ce soit dans la relation parfois aux acteurs et aux territoires. Donc, oui, je vous rejoins complètement. Juste deux exemples qui me viennent en tête. Le département de la Creuse, qui en ce moment négocie avec différents pouvoirs publics un plan Creuse, et qui essaie donc de construire un contrat d'approche assez globale sur leur politique publique, impliquant différents ministères. Et puis un département, l'Ille-et-Vilaine, qui fait tout un travail sur l'économie sociale et solidaire, dans lequel, à ma connaissance, il y a la culture. Par rapport au département, enfin, en DRAC Hauts-de-France, on a un partenariat qui se construit actuellement avec celui de la Somme, qui est une réflexion sur l'accompagnement des EPCI dans la construction d'un projet culturel, voilà, de territoire. Plus en tant qu'acteur, mais c'est vrai que les départements sont évidemment indispensables. En termes aussi de responsabilité sur le champ culturel, et d'autant plus parce qu'il y a aussi cette transversalité avec le champ social qui est important, et notamment il y a eu beaucoup de travaux aussi sur les droits culturels avec un certain nombre de départements, notamment le département du Nord. Je pense que c'est vraiment important de le souligner, et pour nous c'est aussi un espace qu'on a pas mal travaillé autour de processus de concertation territoriale, parce que cette initiative a parfois été prise au niveau des départements, notamment les schémas d'orientation, notamment dans le champ de musique actuelle, les schémas d'orientation de lieux de musique actuelle, mais qui se développent aussi sur d'autres disciplines comme les arts de la rue, avec les schémas d'orientation des arts de la rue et de l'espace public, ou dans les arts visuels. Donc notamment, c'est vrai que le département est parfois le bassin qui est assez approprié pour des processus de concertation et une méthodologie qui met justement tout le monde autour de la table dans la réflexion.
Eh bien oui, on va, je pense maintenant, on va conclure en fait. Oui, il y a peut-être une dernière question. Pardon. Brièvement, puisque je suis président du conseil de développement de la TIRH, et à ce titre membre du GAL TIRH, donc j'apprendrai tout ce qui vient d'être dit, et j'ajouterai en plus quelque chose. Quand les porteurs de projets qui, eux, ne connaissent même pas les raisons avancées justement par Madame sur les liaisons entre le ministère et les régions, eux, ce qu'ils voient, c'est que quand on pose la question à la représentante de la région, on leur répond « Ah oui, tout est bouclé maintenant pour le dossier, mais on ne sait pas quand vous serez payé. » Mais c'est pas possible de prendre les publics comme ça. Et du coup, il n'y a plus de projet. Et du coup, ça désespère encore plus les projets, même si on n'est pas trop loin de la moyenne nationale. Donc il faut faire attention aux porteurs de projets. Bon, si les gens concernés ne sont pas autour de la table, bien qu'il y ait déjà une belle palette, il faut qu'à un moment, il y avait un ministère de la simplification administrative en France, en 82-83. Hein? Eh bien, je crois, madame, qu'il faut à un moment transmettre, parce que c'est plus possible, là. Et puis, un deuxième point, brièvement, c'est... nous avons la chance d'avoir autant de personnalités qualifiées, c'est voir l'image de la culture. Est-ce qu'il n'y a pas une action entre les différents partenaires pour améliorer l'image de la culture quelque part? Moi je pense, l'éducation nationale, moi j'ai un témoignage, hein, des professeurs qui disent « Ah bon, ben oui, vous devez aller en bibliothèque, les enfants, oh ben vous allez aller un mardi soir, comme ça nous on est tranquille, on n'y va pas, on a notre mercredi prolongé, et puis vous pouvez être dissipé, hein, c'est pas important. » Non mais comment, quand on voit ça, il y a peut-être quelque chose à faire sur l'image de la culture dans le corps enseignant, et dans les élus, il faut étudier de plus près, parce que si les élus ruraux sont en partie frileux, il faut aller voir de plus près pourquoi. Voilà. On les Merci. sensibilise. Oui, alors un petit élément de réponse de Jocelyne Mamelin, et puis après on va conclure. Juste sur la simplification, je vous rejoins, voilà, on a eu l'occasion de l'aborder plusieurs fois. Alors, juste au niveau de la région, on est bien conscient, vraiment bien conscient de, de cette difficulté que peuvent avoir les acteurs à se repérer, à se retrouver dans les différentes politiques régionales, dans la politique culturelle, et puis aujourd'hui on a un dépôt de dossiers en ligne, on a une plateforme de dépôt, et c'est vrai que voilà, en 2017 ça a été, je pense, un peu compliqué pour les acteurs, en 2018. Donc on a travaillé à la culture à la mise en place d'un dossier unique de demande de subvention en fonctionnement avec un guide des aides qui est joint à ce formulaire de demande unique de subvention en fonctionnement. Bien évidemment, c'est hors des appels à projets spécifiques parce qu'il y a quelques appels à projets en cours d'année sur les opérations dont j'ai parlé tout à l'heure, le festival Haute Fréquence ou bien le festival d'Avignon. Et donc ça va être ouvert cette semaine, ce formulaire en ligne pour la culture. Nous allons essuyer les plâtres, hein, comme on dit, au niveau de la région, parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà, on va essayer de le mettre en place. Et concernant l'amélioration de l'image de la culture, alors il y a beaucoup de choses hein, derrière l'image de la culture, parce qu'il y a tout le travail de médiation, il y a tout le travail d'éducation artistique et culturelle à faire vis-à-vis des habitants, enfin travailler, voilà. Et puis, vous avez parlé des élus. Et la région a mis en place, en partenariat avec Sciences Po, une formation à destination des élus pour justement avoir des échanges sur les enjeux des politiques culturelles aujourd'hui, la manière dont se construisent ces politiques culturelles, des échanges avec les acteurs culturels et avec tous ceux qui agissent dans le domaine de la culture en région et hors région. Voilà, donc on essaie d'améliorer un peu ces questions. Okay, merci. Voilà, donc on va conclure. Donc merci à tous hein, d'avoir participé à cette table ronde par vos
témoignage riche. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter pour conclure, mais je pense que voilà, on a déjà beaucoup dit sur la notion de culture, des aspects positifs, des aspects moins positifs, des difficultés, des limites, mais on est tous d'accord pour dire évidemment que la culture reste une fonction partagée, essentielle en tout cas au développement de l'être humain, et il faut que ça reste l'objectif de tous. Voilà, merci. Juste un mot de remerciement avant de vous laisser partir. Merci à Caroline Claire pour avoir relevé le défi de l'animation de cette dernière table ronde de l'après-midi. Merci à l'ensemble des participants. Merci aussi à toute l'équipe là, de la Chambre d'eau et aussi au collectif Parasite qui a travaillé sur la captation vidéo de toute la journée. Donc vous pourrez retrouver, je crois, très vite, dans, je ne sais pas dans combien de temps, très vite, dans 2-3 jours, la semaine prochaine, les tables rondes en ligne. Et pour les comptes rendus écrits, on va se laisser un petit peu plus de temps. Merci à l'ensemble des participants. Merci aussi à la DRAC Hauts-de-France, à la région Hauts-de-France, au département du Nord, à la ville de Laon, à la Maison des Arts et des Loisirs, bien sûr, pour leur soutien autour de cette démarche qu'on a engagée depuis plusieurs années maintenant, à la fois de mise en réseau des acteurs, de réflexion, de développer une espèce de lieu ressources, d'espace ressources autour de l'ensemble de ces questions. Donc aujourd'hui c'était encore une étape importante, les choses ne s'arrêtent pas là, donc comme je vous dis, il y a toujours ce fonds sur le site et qu'on va mettre en partage sur différentes plateformes. N'hésitez pas à vous en saisir et c'est un commun celui-là, donc à se l'approprier, à vous l'approprier. Avec en 2019 la perspective d'envisager une autre journée comme celle-là, dans un territoire qu'on ne connaît pas encore. On est aussi ouvert aux invitations, il n'y a pas de problème, pour continuer un petit peu d'itinérer dans la région de France et à chaque fois de contextualiser les choses différemment selon l'endroit où l'on est. Il y a aussi des possibles en termes de groupes de travail, en termes de réflexion un peu inter-rencontre comme ça qui pourrait être menée. Je sais qu'on va faire un temps sur la question du mécénat, on va faire un temps sur la question des tiers-lieux culturels en milieu rural, mais on ne manquera pas de vous tenir informés de tout ça. Et merci aussi effectivement à nos partenaires de l'UFISC et de la FEDELIMA et les autres qui font partie de toute cette démarche. On souhaite une chose, c'est que l'ensemble des contributions qu'on va apporter là soit aussi une petite pierre apportée notamment dans le travail de réflexion que vous avez du groupe ruralité au niveau national, et que finalement ce qui se dit ici puisse aussi être relayé à l'échelle nationale, et qu'on soit comme ça dans cet aller-retour entre vertueux, dans ce cercle vertueux entre les choses qui remontent et qui redescendent pour aller vers cette co-construction des politiques publiques. Merci à vous. On avait prévu un coup à boire, si vous avez encore 5 minutes au bar, pour se quitter si vous voulez. Si vous êtes pressé, vous pouvez partir tout de suite. Voilà. Un grand merci à tous.